Bonsoir et bienvenue dans Trait pour Trait, le magazine de la bande dessinée sur Watch TV. Alors vous pouvez continuer à nous suivre sur toutes les box ADSL, bien sûr, sur le site de Watch et sur les réseaux sociaux. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Serra. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée par Rachel, qui nous revient. Bonsoir Christophe, bonsoir Serra. Alors on va parler de bande dessinée et de peinture. Absolument. Et voir un petit peu ce qui se passe entre les deux univers. On ira faire un petit tour aussi en Belgique pour une exposition. Et puis on rediscutera avec Rachel et Serra d'une exposition aussi à la Galerie 15 Martel. Absolument. On fait une courte pause et on se retrouve. Alors Serra, vous avez démarré la bande dessinée il y a déjà pas mal de temps, dans les années 80, c'est ce que vous me disiez. Oula, oui. La première publication, c'était dans les pages de la revue Circus, dans une revue éditée par Jacques Lénard. C'était le numéro 18, et j'avais 18 ans. Voilà. C'était donc en 1978, 79, pardon. Donc après un premier album. Non, après, l'album est venu après chez Futuropolis, Lady Mashkane. Voilà. 85, 86, je crois. C'est ça, 85 là. Et puis après plusieurs séries. Avec un thème qui est revenu souvent dans votre travail en bande dessinée, c'est le Cambodge. Très vite, dès 87, j'avais cette obsession de parler de l'histoire récente et tragique du Cambodge, et toute la question c'était de savoir comment arriver à en parler. Parce qu'à l'époque, tout ce qui touchait à la guerre n'était pas des thèmes acceptés par les éditeurs. Quand j'ai présenté la première mouture d'un Passé rouge, qui a été publié plus tard en 95 aux éditions Rackham, personne n'en a voulu. Tout le monde m'a dit, mais démarrez votre carrière avec une carrière de bande dessinée avec des histoires de guerre, d'avions, de soldats. C'était tout simplement pas possible. Les seules références qu'avaient les éditeurs, c'était le sergent Rourke dans la bande dessinée américaine et Buck Danny pour la bande dessinée française. Sauf que ils n'arrivaient pas à comprendre que je ne proposais pas une histoire de guerre, je proposais une histoire sur l'histoire d'un pays. Alors, pour rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes né au Cambodge? Moi, je suis né au Cambodge, j'ai grandi au Cambodge, et j'ai vécu quasiment toute ma vie d'enfance au Cambodge. Et quand les Khmers rouges ont pris Phnom Penh le 17 avril 1975, comme tout le monde, on a été évacués, enfin sortis de nos maisons et évacués, sauf que donc en tant que... tout en étant métis mais d'origine française, et avec un passeport français, on a retrouvé avec la famille donc refuge à l'ambassade de France. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a amené à 18 ans à utiliser le média BD plutôt qu'un autre média pour parler de ça justement? Parce que avant même de savoir si j'allais parler français ou khmer dans ma vie, j'avais cette fascination pour l'image. Parce que ma mère était une grande passionnée de bande dessinée, elle recevait les journaux Tintin et Spirou de par ses parents au Cambodge. Et plus anciens souvenirs que j'ai de moi bébé, enfant, c'était une immersion dans les images de bande dessinée. Et ça m'est resté, c'est jamais parti. Et je lis, je collectionne, je dévore de la bande dessinée depuis que je suis en âge de... Donc vous êtes un vrai lecteur aussi, ce qui n'est pas fréquent finalement quand on voit des dessinateurs qui ne lisent pas forcément le travail de leurs collègues. Je peux comprendre, parce que quand on fait de la bande dessinée, c'est quelque chose qui est très exigeant et on peut être lassé de mettre son nez dedans, évidemment. Mais je pense que c'est fondamental, parce qu'on se nourrit de ça aussi pour raconter. Donc on a besoin de ça. Bon, moi, en tout cas, j'ai besoin d'avoir le nez dans des albums, parce que j'aime l'objet livre, j'aime les ouvrages en général, et c'est une chose qui continue, qui n'est toujours pas morte. Alors, il y a votre travail de dessinateur de bande dessinée, mais il y a aussi tout un travail de peintre. Quelle relation faites-vous entre la bande dessinée et la peinture? Le rêve d'enfant. Ou comment se fait le passage, justement? Le rêve d'enfant que j'avais, c'était être auteur de bande dessinée. Et donc, à 13 ans, j'ai fait mon premier album de bande dessinée, et c'est une chose qui est profondément ancrée en moi. Et puis l'histoire est arrivée. 17 avril 1975, je me retrouve en France ensuite.
Et là, je perds toute envie. Et la seule chose qui va arriver à me raccrocher à l'image, au dessin, ça va être la peinture. Et la peinture pour aussi me retrouver paradoxalement. C'est-à-dire qu'avec tous ces événements et ces 5 ans quasiment donc, de guerre que j'aurais passé, la peinture va me permettre de penser ces plaies et me permettre de me questionner et de me trouver dans cette nouvelle vie ici. Et donc, j'ai toujours alterné, depuis que je suis revenu au dessin, une pratique de la peinture, de la sculpture et de la bande dessinée. L'un étant questionnant et travaillant des domaines particuliers de ma mémoire, de ce qui me touche. Donc, je passe d'un média à l'autre en fonction de ce qui me travaille. Alors, peinture, sculpture, même si ça peut raconter des choses dans le spectateur, il n'y a pas le côté narratif que peut avoir la bande dessinée. Absolument. La bande dessinée, c'est la bande telle que, en tout cas, je la travaille aujourd'hui. C'est un support que j'investis avec une approche de la mémoire, du document. Je questionne le temps. Et ça, ce sont donc des approches spécifiques et liées à mon approche de la bande dessinée, pas en peinture. En peinture, je suis dans un autre mode de rapport à ce qui se joue. Ce n'est pas tant l'image que des réminiscences de ma culture d'origine, de ce qui me constitue, c'est-à-dire ma culture khmer notamment. Donc c'est toute cette tension-là que je travaille en peinture. Et en sculpture alors? Et en sculpture aussi, sauf que là on est... Alors, une sculpture aussi double, c'est-à-dire que pendant très longtemps j'ai questionné les matériaux, la forme, les tensions pour arriver à comprendre comment tout ça s'articulait dans l'espace. Et aujourd'hui je déploie aussi une sculpture en dialogue avec la statuaire khmer pour questionner notamment donc ces formes, pour essayer de trouver un sens contemporain à ce qui continue de nous fasciner, à savoir l'art khmer. Alors notamment un monument? J'ai initié donc un monument au Cambodge en mémoire à ceux qui ne sont plus là, à tous ceux qui ne sont plus là. C'est quelque chose qui a été donc inauguré en décembre dernier et qui évoque la déportation. J'essaie de... On peut rappeler quelques chiffres pour nos téléspectateurs? Combien de déportés? 2 millions de personnes déportées le 17 avril 1975 vers les campagnes. Et donc, quasiment 2 millions aussi de personnes en définitive qui vont périr pendant le génocide au Cambodge. Et donc, je voulais avoir dans l'espace public de la ville de Phnom Penh quelque chose qui rappelle cette page de l'histoire, quand bien même elle est douloureuse, évidemment. Mais actuellement, donc, cette sculpture a été déplacée et mise dans le cadre de S21 à Phnom Penh. Alors qu'au départ, ça devait être une place mémorielle en guise de réparation dans le cadre du procès numéro 2 par les chambres extraordinaires du tribunal international, et validé par 8 juges khmer. Mais bon, là on touche à la politique, c'est des choses toujours sensibles. Bien sûr. Alors, on va faire une courte pause, on va aller se promener un petit peu en Belgique, et puis après on va parler un peu plus du travail qui est exposé à la galerie 15 Martel. Allez, on fait une petite pause. Alors l'idée d'aller faire un petit tour en Belgique, c'est de retrouver la galerie Comic Art Factory de Frédéric Lorge. Et il expose en ce moment un auteur que j'aime beaucoup, qui est Gilbert Shelton. Vous savez, les Freaks Brothers. Allez, je vous propose une courte vidéo. When I first drew the Freak Brothers, I was influenced by the Marx Brothers and the Three Stooges. I saw a film, double feature film one night with the Marx Brothers and another with the Three Stooges, and I thought,
I could do something like that, so I made a little film. And the first Freak Brothers strip was the publicity for this film. But everyone liked the comic strip better than the film, so I gave up being a film director. In Austin, Texas, where I lived at the time, there was a weekly leftist tabloid newspaper that I was in agreement with their editorial policy, but the paper was very boring looking, no pictures. I said, what you need is a comic strip, like big newspapers have comic strips to attract readers, so I'll do some Freak Brothers comics for this paper, and that's how they got started. Alors vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces images sur le site de la galerie, c'est jusqu'au 3 juin. Vous connaissez bien sûr ce dessinateur mythique. Mais oui. Absolument, qui ne connaît pas Shelton. Dans actuel, à l'époque, c'était la page à lire. Eh oui, bien sûr. Avec Robert Crumb. Avec Crumb, bien sûr. Donc ça, eh ben, c'est dans la galerie de Frédéric Lorge, à Bruxelles. Ben, voilà, hein, il faut aller faire un petit tour au pays de la bande dessinée aussi. J'adore la Belgique. Ouais. Ah, et puis Bruxelles est une ville sympa. Sympa, tout à fait. C'est une nouvelle galerie aussi. Oui, tout à fait, c'est une c'est nouvelle bien. galerie. Donc, alors Frédéric Lorge travaillait beaucoup en ligne, et là maintenant il y a un vrai lieu physique qu'on va apercevoir d'ailleurs dans les images. Donc pas mal de planches originales qui sont présentées. Super. Et c'est un lieu physique où on peut aller voir directement les originaux. C'est quand même mieux qu'un site internet. Oui, C'est rien à complémentaire. Rien à voir. Donc voilà, retournez voir sur le site quand même pour voir un petit peu ce qu'il y a, et allez vous promener en Belgique, à Bruxelles. Alors ça va être l'occasion de parler de la galerie 15 Martel. Alors on fait une pause et puis on parle de la galerie. On y va. Allez. Alors, Ok, donc exposé à la galerie. deuxième exposition avec notre ami Serra, dans un contexte particulier, puisque l'exposition s'inscrit dans un festival, Cambodge d'hier et d'aujourd'hui, qui est organisé par une manifestation internationale, puisqu'ils ont organisé Season of Cambodia à New York et dans d'autres capitales, et cette fois-ci à Oui, Paris. c'est Cambodian Living Art et Samaki Konkma Voilà. qui sont les deux organisateurs. D'accord. Donc, tu as à Paris, en Ile-de-France, un parcours avec tous les jours plusieurs manifestations culturelles. Donc, tu as de la danse, des réflexions philosophiques, des soirées autour de la thématique de mémoire, d'histoire. Et nous avons glissé dans ce programme le travail de Serra, parce que d'abord, c'est un travail extrêmement complémentaire de celui de la BD du dessin qu'on vient d'évoquer, où là, tu es sur des formats monumentaux, où tu es complètement imprégné, tu as une approche immersive, tu ressens l'humidité, tu ressens la terre, tu ressens les présences, tu ressens le patrimoine, tu ressens cette sensualité aussi. Donc c'est extrêmement intéressant pour Serra de pouvoir présenter, exprimer cette densité, tu vois, dans sa personnalité, dans son travail. Vous avez déjà exposé en galerie, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais paradoxalement, assez peu en France, parce que, en fait, il y a eu deux temps. J'ai commencé à exposer dans les années 90, et puis en 95... Alors, il y a eu plus des originaux de bande dessinée Non, ou non, de la que de la peinture? peinture. Que de la peinture à chaque fois. Et à l'époque, il était inconcevable qu'un auteur de bande dessinée puisse faire de la peinture aussi. Et donc, je signais mes toiles de Foussera, mon prénom khmer entier. Et donc, il y avait Serra qui faisait de la bande dessinée et Foussera qui faisait de la peinture et de la sculpture. D'accord. Aujourd'hui, les choses ont changé. Dans la société, on arrive Alors, qu'est-ce qui a fait évoluer justement cette mentalité? Est-ce que le lectorat ou le lecteur est différent? Non, le regard de la société a changé sur ce qu'est la bande dessinée, parce que pendant très longtemps, ça a été considéré comme un domaine exclusivement destiné aux enfants, à la jeunesse, et pas aux adultes. Et qui disait bande dessinée adulte disait forcément bande dessinée pornographique. Donc,
Il y avait un hiatus là-dedans. Alors chez les Américains, il y avait bien effectivement cette bande dessinée underground, comme on a vu qui est venue à chez partir de Bergenton. 68, oui. Voilà, Oui, qui est oui. venue Et qui s'est imposé petit à petit, ici aussi, avec Pilote. Bien évidemment, sûr. La revue qui a permis à la Mmh. bande dessinée de s'émanciper quelque part de ses formats. Et en France, c'est un long travail qui est venu là, dans les années 90 où la bande dessinée a été vue non plus seulement comme on va dire, un support comment dire, de récréatif, mais comme quelque chose, comme un art à part entière. Et tout le travail qu'a fait notamment donc, Moliterni dans les années 70 sur la reconnaissance de la bande dessinée en tant qu'art. En tant qu'art. Le 9e art. Le 9e art a pris tout ce temps pour quelque part être entendu. Donc voilà, au début ça a été Foussera, et puis en 95, il y a eu une espèce de crise dans le marché artistique en France, beaucoup de galeries ont fermé, et j'ai arrêté d'exposer quasiment pendant 10 ans. Et je suis revenu dans ce parcours d'exposition qu'à partir de 2005. Et depuis, j'ai beaucoup exposé notamment en Asie, au Cambodge, et assez peu en France. Donc voilà, on me voit ici, mais pas tant que ça. D'accord. Si on revient sur la notion de bande dessinée en tant qu'art, le marché, là, c'est aussi accaparé, ce 9e art. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça agit sur la bande dessinée ? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt porteur et positif pour la bande dessinée ? Oui, bien sûr. Parce que ça permet une reconnaissance. Et on l'a vu reconnaissance, il y a un vrai appétit par des grands collectionneurs sur des gens qui étaient plutôt sur de l'art contemporain et qui effectivement maintenant s'intéressent à ça. C'est formidable. Je pense notamment à la famille Guerlain qui a toujours collectionné le dessin, l'illustration chez l'artiste, mais aussi chez l'auteur de bande dessinée. Enfin, tu vois, c'était un fil conducteur parce que le dessin, c'est quand même un geste initial très pur. Mais là, ce qui est fascinant chez Serra, c'est que tu retrouves cette force du dessin, tu vois, sur une petite surface, mais sur des panneaux qui parfois font 3 mètres carrés, 4 mètres carrés. Donc c'est très... Toi, tu es vraiment dans un rapport immersif. C'est-à-dire tu es dans cette matière et tu ressens, et c'est complètement fascinant. Alors en termes de matière en peinture, vous travaillez avec plusieurs types de matières ? Oui. Ce sont des peintures qui vont de l'acrylique à... comment dire, la peinture à huile, tout en étant aussi avec certaines peintures, juste un travail très graphique, au trait, au crayon, avec un crayon un peu particulier et un médium d'empattement qui me permet de trouver une dimension picturale à travers la mine graphite. Donc j'approche ces pratiques sans, on va dire, dans un mode unique d'expression. Je m'ouvre, j'essaie de découvrir. Donc ça c'est le travail sur toile. Voilà. Et les planches ? Alors les planches... on peut en montrer quelques-unes, justement. Voilà, au départ, je travaillais énormément donc, à la mine graphite, on les voit. Ici, ce sont quasiment les dernières planches sur papier que j'avais fait à l'époque. Donc c'est le travail que j'avais entamé pour L'eau et la terre en 2004. Mais ça, ce sont des planches qui datent de... 93, 94, c'était à la fin d'un passé rouge. Et donc c'était un travail assez pictural dans le cadre de cases de bande dessinée. Et donc pendant toutes ces années, je vais manipuler quelque chose de très matiériste dans le rapport au dessin. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai, on va dire, un peu écrémé tout cela. Et donc dans le rapport à l'image, c'est un rapport au trait qui est prédominant, et à l'informatique, pour la mise en couleur des dessins que je fais. Ah oui, d'accord, donc il y a l'utilisation quand même de ces nouvelles technologies. Oui. En fait, au départ, pour traiter mes planches de bande dessinée, je me servais énormément de photocopies laser en noir et blanc. Et pour obtenir, qui permettait d'obtenir un certain toucher par rapport au trait, et que j'avais exploité pendant des années.
Et puis... Oui, ça reprenait la notion du bleu un petit peu. C'est ça, Voilà. absolument. Et aujourd'hui, l'informatique est là, Mmh. donc je me suis penché dessus évidemment. Et donc tout ce qui est traitement d'image, notamment donc pour la couleur et pour les traitements, là, comme ici le grain de la trame, tout ça se fait en informatique. Donc il y a toujours plusieurs phases de composition dans le travail de mes planches de bande dessinée. Il y a ce premier temps de dessin au trait sur papier, et ensuite je scanne, et ensuite je travaille les images. Et je monte l'album en plus. En termes de plaisir, on a le même plaisir à travailler? C'est une question, hein. Ce sont des plaisirs totalement différents, parce que il y a le plaisir déjà de la confrontation par rapport au support à surface en peinture que je peux avoir. Et là, c'est quelque chose où l'espace est totalement ouvert et il est large. En bande dessinée, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus ramassé, beaucoup plus concentré, focalisé. Tu as vu les images où tu as le corps, en fait, qui vraiment se... Toi, tu as un rythme du corps, tu as un mouvement, tu as... Pas mal de performances, par exemple, culturales aussi. Ah oui, oui. Plus sur la performance. Là encore, beaucoup en Asie, parce que, en fait, j'ai commencé avec des performances dès une des premières expositions que j'avais fait au Cambodge en 2000... il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. Et c'était pour montrer aux élèves, donc parce que j'enseigne aussi, comment arriver à se libérer et à trouver une dimension expressive et qui ne soit pas petite. Et donc, pour ça, j'ai commencé à faire des performances picturales. Et ça a continué. Aujourd'hui, c'est une chose qui se fait énormément au Cambodge, des performances par des jeunes pour montrer comment... Alors il y a une relation aussi au public, parce que c'est vrai qu'on a cette image de l'auteur de bande dessinée qui est plutôt isolé dans son atelier, plutôt concentré sur lui-même, alors que la notion de performance, on a une ouverture vis-à-vis des autres. Oui, incontournablement. Et le pire là-dedans, c'est arriver à réaliser un travail dans un temps donné et après la contrainte du temps, ouais. Voilà, et en faire quelque chose qui se tienne. Et donc, que ça ait du sens, que bien sûr. le résultat soit probant. C'est un défi terrible. J'adore ça. Donc ça, la France n'est pas mûre pour ça? Est-ce que c'est une question de mentalité? Qu'est-ce qui fait... Non, j'en ai fait une ou deux ici en France, mais je n'ai pas encore trouvé aujourd'hui de lieu adapté à ce genre de réalisation, parce que j'aime travailler... quand je fais une performance, j'aime me sentir... il faut que j'arrive à me sentir un peu libre de mes mouvements et être chez moi. Je fume, donc quand je travaille... On ne le dira pas à la télé. je ne peux pas ne pas fumer. Et en France, on a... Et dans un lieu public, on est un peu embêté. Enfin, ça, il faut 15. Faut 15 tu peux fumer. Et au Cambodge, quand je fais des performances, je fais dans l'espace ouvert. Donc la question de fumer ne se pose pas. Ouais. En France, je n'ai pas encore trouvé ça. Mais bon, un jour peut-être, on verra. Quels sont les projets là à venir? Parce qu'on a vu passer quelques images qui sont des projets futurs. Hein. Alors, absolument, puisque là, ce que vous voyez, les images sont extraites qui sont extraites de ce portfolio qui a été publié aux éditions Alain Bollet, sont des images qui préfigurent ce que je suis en train de terminer, c'est-à-dire un roman graphique de 312 pages qui va être publié par les éditions Marabout. D'accord. Qui devrait sortir fin août, ou enfin, pour la rentrée de septembre. Donc je remets la semaine prochaine enfin ce travail qui m'aura demandé 6 ans de boulot. Parce qu'en fait c'est vraiment un travail de reportage journalistique. C'est un travail d'immersion dans les archives, dans le temps, dans les lectures qui ont été faites de cette histoire. Parce que encore une fois, donc je reviens sur mon thème majeur, c'est-à-dire l'histoire du Cambodge. Et là, je me suis aperçu que l'on soit jeune ou vieux, de cette histoire, les gens ont une perception très floue, en définitive. Oui, ou erronée par les médias, ou avec un angle de vue, tu vois. Là, c'est de l'ethnométhodologie quasiment. Et là, j'ai essayé d'avoir une approche qui soit entièrement basée sur les faits, et non pas sur une lecture politique des événements. Voilà. Oui, ce qui est assez difficile à dissocier en fin de compte. D'où ce besoin d'enquête et de vérité. Parce que je me suis aperçu que quand je posais la question aux uns aux autres à savoir comment la guerre est venue au Cambodge, 90% des gens me disent c'est le bombardement américain. Alors,
les bombardements américains sont une réalité. Il y a des photos, il y a des documents, il y a beaucoup de choses qui, évidemment, relatent la chose, mais ce ne sont pas ces bombardements qui ont amené la guerre. Il y avait un terreau avant. Ah, C'est là-dessus que j'essaye de... Donc le travail en ce moment est sur cette partie-là, en fait. Voilà, donc je suis en train de terminer l'écriture des dernières pages. Tous les dessins, tout le montage a été fait, et voilà, je suis en train d'affiner tout ça. Et Donc ça pour septembre. Et donc là, tu couvres la période 67, 66, 67, 75 jusqu'à 75, mais je ne développe pas 75, j'ai pas assez de place. Ouais, évidemment. Parce que 312 Tome 2. pages, Ouais, voilà, c'est pour la suite. Mais pour la suite, ce sera avec une approche que je me suis toujours refusé à faire. C'est une approche autobiographique. D'accord. Ce sera pour la première fois, donc quelque chose qui va... Là, juste pour rappeler les dates, l'exposition Serra. Alors jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin. Donc c'est une expo qui dure 6-7 semaines, avec des possibilités de visite sur rendez-vous. Très bien. Voilà, donc on va voir sur le site et on va se renseigner. Voilà, 15martel.com. Parfait. On parle rapidement de quelques livres sortis. Hop, je vous rends vos planches. Merci beaucoup. Allez, ça c'est très bien. C'est au Requin Marteau, Moulinex. Tu connais Moulinex? Oui. Oh, super. Hein, je vous laisse regarder. Absolument. Le dernier fluide, bien sûr. Hop, voilà. 1368A. Ah bah oui, mais c'est la période. Eh ben oui. Ça pour les amateurs de San Antonio. San Antonio chez les Gonesse. Casterman. Oh, mon Dieu. Ah, assez étonnant. C'est par donc Michel Saint-Laville qui faisait avec Bastien Vives Lasman. Arthur Cravant, à grand angle, boxeur et poète. C'est marrant ça. Un pavé, magnifique. Ouais, c'est marrant. Très beau. Alors, Michel Pyrrhus, Brico Queen, ça c'est super, c'est chez Glénat. Hop. Formidable. Et puis allez, tiens, un petit bouquin pour l'enfer, ça c'est sorti chez Dynamite. C'est une histoire de zombies, bon. Oh là 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 là. De zombies ES. Voilà, tout à fait. L'émission est terminée. Merci Serra d'être venue sur le plateau. Merci, c'est moi. Rachel, à très bientôt. Merci à toi, Christophe. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission très rapidement. Allez, à bientôt et continuez à nous suivre sur les réseaux. Au revoir. Au revoir.